Je m'appelle Julien. Ce jour-là, je transportais les dernières caisses d'outils dans mon vieux fourgon de chantier. Le projet avait été livré la veille au soir après une semaine sans un seul jour de repos. Je rentrais à la maison après minuit, en enlevant ma combinaison, à peine le temps de me doucher, et je m'effondrais dans le lit. Je dormais 4 heures quand j'avais de la chance, parfois un peu plus. Mes muscles me faisaient mal à force de porter des charges lourdes. Dans mes yeux brûlait la fatigue chronique et la poussière de chantier qui s'infiltrait partout. L'argent était bon, vraiment bon. Pour ce genre de travail on payait généreusement, mais ça vous vidait jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Mon téléphone vibra sur le siège passager. Une courte notification d'un message de Camille. Je l'ouvris à un feu rouge, plissant les yeux devant l'écran lumineux. Aujourd'hui je rentre tard. Mange sans moi. Bref, sans mots inutiles, sans smiley, sans cœur, sans cette chaleur qui accompagnait autrefois ces messages. C'était la 3e fois en une semaine qu'elle m'envoyait quelque chose de ce genre. Un mois plus tôt, elle écrivait tout autrement, « Mon cœur, achète du lait sur le chemin, j'arrive bientôt. » Ou « Je t'attends à la maison. » Tu m'as manqué, je t'aime. Il y avait des smileys, ces petites phrases qui réchauffaient l'âme après une journée difficile. Maintenant ces messages ressemblaient à un échange professionnel avec un collègue. J'ai tapé une réponse courte, en essayant de ne pas montrer ma déception. D'accord, vers quelle heure environ? Pas de réponse. 10 minutes plus tard. J'avais déjà parcouru la moitié du chemin quand le téléphone vibra à nouveau. Je ne sais pas exactement, vers 21 heures probablement. Je reposai le téléphone, soupirai lourdement. Dans le rétroviseur, mon visage gris, épuisé par des jours de fatigue, les cernes sombres sous les yeux, mal rasées, amaigri. C'était si dur de rentrer à la maison, vers ma femme, un dîner chaud, ses bras qui se serraient sur le seuil, cette chaleur et ce cocon que nous avions construit ensemble pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, personne ne semblait vraiment m'attendre. Sébastien, mon collègue, dormait sur la banquette arrière parmi les caisses d'outils. Il sursauta et s'étira. « Dis donc Julien, ta femme t'a manqué ?» Apparemment pas. Elle a dit qu'elle rentrerait vers 21 heures. On passe chez moi 1 heure? Comme ça tu seras à la maison pour 21 heures. Écoute, elle rentre souvent tard ces derniers temps. Ça arrive. Ils ont beaucoup de travail en ce moment, répondis-je sans conviction. Sébastien se tut, mais son regard qui se détournait vers la vitre en clignant doucement en disait plus long que des mots. Je serrai le volant plus fort et accélérai. J'entrai dans l'appartement vers 21 heures, épuisé, vidé. Dans le salon, une lampe diffusait une lumière douce. La télévision diffusait une émission divertissante avec des voix fortes. Camille était assise sur le canapé, détendue, plongée dans son téléphone. Ses cheveux étaient relevés en un chignon négligé mais élégant. Elle portait un nouveau peignoir maison, bordeaux, brillant. Je n'en avais jamais vu de pareil. Et Camille n'avait jamais porté de soie à la maison, elle disait que ce n'était pas pratique. « Salut », dis-je avec lassitude en enlevant ma veste dans l'entrée. Elle leva les yeux une seconde, me sourit mécaniquement et rapidement. « Salut, tu as déjà mangé ?» demanda-t-elle en replongeant aussitôt dans l'écran. « Oui, et toi? Comment ça s'est passé ta journée? » « Normal, juste très fatiguée, » répondit-elle brièvement. Ses doigts glissaient à nouveau sur l'écran. Elle écrivait manifestement un long message à quelqu'un. J'enlevai mes chaussures et passai dans la cuisine. Mon regard se figea sur 2 tasses près de l'évier. L'une contenait les restes d'un café refroidi, des taches sombres sur les parois blanches. La seconde était parfaitement propre, juste légèrement humide à l'intérieur. Étrange. Camille ne buvait jamais de café, seulement du thé. Le café lui donnait des troubles digestifs. Elle le répétait toujours. Toujours. Je restai un moment à regarder ces tasses, puis je retournai au salon. Mon cœur battait avec une inquiétude inexplicable. On a eu des invités aujourd'hui, demandai-je en essayant de rester neutre. Camille sursauta comme si on l'arrachait d'une conversation importante. Quoi? Quels invités? Il y a 2 tasses dans l'évier, l'une avec du café. Elle hésita un instant, cherchant ses mots. Une amie est passée cet après-midi, elle m'a apporté un magazine que je lui avais demandé. Quelle amie? Sophie, tu ne la connais pas. Elle a emménagé récemment. Je fronçai les sourcils. Au début de notre mariage,
Camille me présentait toujours toutes ses amies avec joie, les invitait à la maison, organisait des soirées ensemble. Je connaissais tout le monde. Cette Sophie, je ne l'avais jamais vue, jamais entendu parler d'elle. Pourquoi je ne l'ai jamais rencontrée? On s'est rencontrés il y a peu. On s'est croisés par hasard au supermarché. Camille replongea dans son téléphone, voulant visiblement clore le sujet. Le samedi matin, Camille se réveilla plus tôt que moi, ce qui était tout à fait inhabituel pour un week-end. D'habitude le samedi elle aimait dormir jusqu'à midi, se prélasser au lit. Elle s'assit doucement sur le lit, essayant de ne pas me réveiller, et attrapa aussitôt son téléphone sur la table de nuit. L'écran éclaira son visage d'une lumière bleutée. Dans la pénombre de la chambre, elle se plongea dans la lecture. Ses yeux fixés sur l'écran, concentrés, et soudain ses lèvres esquissèrent un léger sourire, presque imperceptible, doux comme un rêve. Puis elle tapa rapidement une réponse, en essayant de ne faire aucun bruit. Je restai immobile, faisant semblant de dormir. À travers l'étroite fente de mes paupières presque closes, je l'observai, et un sentiment étrange et lourd m'oppressa la poitrine. Je la vis se lever avec précaution, prendre son téléphone et entrer dans la salle de bain en refermant doucement la porte. Une minute plus tard, j'entendis sa voix, basse, étouffée, mais avec une intonation particulière que je n'avais plus entendue depuis longtemps. Le ton était joueur, doux, coquin, comme au début de notre relation quand nous venions de nous rencontrer. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton en disait long. Quand elle sortit de la salle de bain 10 minutes plus tard, son visage était redevenu ordinaire, légèrement endormi, neutre, sans trace de ce sourire mystérieux. « Qui a appelé si tôt ?» demandai-je en me soulevant sur les coudes en faisant semblant de me réveiller à peine. Personne. Je scrollais juste les réseaux, je lisais les actualités, répondit-elle calmement, presque sans intérêt. Elle posa le téléphone sur la table de nuit, écran vers le bas. Dans la journée, en cuisine, je remarquai sur la table un grand sac d'un magasin de cosmétiques. Des boîtes en dépassaient. La nouvelle cosmétique était visiblement chère au vu des emballages. Par curiosité, je pris une boîte, une crème pour le visage d'une marque premium dont je n'avais entendu parler que dans les publicités. Le prix sur l'étiquette me fit sursauter. « C'est quoi encore ça ?» demandai-je en me tournant vers Camille. Elle s'approcha rapidement et m'arracha littéralement la boîte des mains en serrant la crème contre elle. Ma peau est très sèche en ce moment. J'ai besoin de bons soins. C'est cher. Je désignai les autres boîtes. Tu as trouvé un amant millionnaire? Et alors? On n'a plus d'argent pour des cosmétiques corrects? Sa voix prit des notes irritées. Tu sais très bien de quoi je parle. Elle tourna brusquement les talons, saisit le sac sur la table et sortit rapidement de la pièce. La porte claqua si fort que les verres du vaisselier tremblèrent. Avant, tout récemment, ça n'arrivait jamais entre nous. Avant, nous ne nous disputions jamais pour des achats, nous en discutions toujours calmement. Le soir même, en rangeant ma chemise dans l'armoire, je remarquai par hasard que sur l'étagère de lingerie de Camille étaient apparus de nouveaux ensembles. Je ne pus m'empêcher de les regarder. De la dentelle noire élégante avec des inserts rouges. Visiblement chère. Camille n'avait jamais porté de lingerie noire auparavant. Elle disait que ce n'était pas son style, qu'elle préférait les tons clairs et doux. Et soudain du noir, et plusieurs ensembles d'un coup. Le lendemain, je décidai de faire fondre la glace. J'achetai un bouquet de roses rouges, ses fleurs préférées depuis le début de notre relation. Elle répétait toujours que les roses étaient un classique, qu'on ne s'en lassait jamais. Je rentrai, le lui tendis avec un sourire. Camille prit le bouquet, regarda les fleurs distraitement, le mit dans un vase sur la table et murmura un merci. Mais ce merci sonna tellement automatique, tellement mécanique, sans la joie sincère et la gratitude d'avant, comme si je lui tendais un document de travail et non un bouquet de ses fleurs préférées. Le lundi matin, en me préparant pour le travail, je passai devant la même table. Les roses étaient toujours dans le même vase, dans la même eau trouble qui n'avait pas été changée. L'eau commençait déjà à sentir mauvais. Les fleurs étaient nettement fanées, les pétales noircis sur les bords, ils commençaient à tomber. Avant, Camille traitait mes bouquets tout autrement. Elle changeait l'eau chaque jour, taillait les tiges en biseau avec un couteau bien aiguisé, ajoutait des produits spéciaux pour prolonger leur vie. Elle disait toujours avec un sourire qu'elle voulait que les fleurs de son mari tiennent le plus longtemps possible, pour qu'elles lui fassent plaisir. Maintenant le bouquet mourait sur la table, inutile à tout le monde. « Je vais encore rentrer tard demain soir au travail » dit Camille au dîner le mardi,
sans lever les yeux de son assiette. Encore un inventaire au magasin, précisai-je en posant ma fourchette. Oui, exactement. Probablement jusqu'à 21h pile. Peut-être même plus tard. Je hochai silencieusement la tête en continuant à mâcher lentement. Combien de fois au cours des 2 dernières semaines avait-elle invoqué un inventaire? Avant, autant que je m'en souvienne, les inventaires dans son magasin avaient lieu strictement une fois par trimestre. C'était la règle de l'enseigne, et soudain c'était toutes les semaines. Le lendemain soir, je n'y tins plus et l'appelai exactement à 20h. Elle répondit seulement après la 5e ou 6e sonnerie. Et dans sa voix on entendait une légère note essoufflée. « Allô, qu'est-ce qui se passe ?» Dans le combiné on entendait distinctement des voix étrangères, un rire féminin, une musique douce, le bruit de vaisselle. Ça ne ressemblait ni à un bureau calme ni à un magasin fermé pendant un inventaire. « Où es-tu en ce moment ?» demandai-je en essayant de parler sans agitation. « Au travail ?»« Bien sûr, je te l'ai dit ce matin. » « Pourquoi est-ce si bruyant ?»« Ça ne ressemble pas à un magasin. Ce sont des collègues qui se sont rassemblés à côté. On est en train de trier des documents ensemble. » Sa voix trembla à peine. « Écoute, je suis occupé là, je te rappelle plus tard. » D'accord. Elle raccrocha sans attendre ma réponse. Camille rentra à la maison seulement vers 22h30. Je somnolais presque devant la télévision. Elle sentait quelque chose qui n'avait rien à voir avec un bureau ou un magasin, un parfum sucré et cher, inconnu. Son maquillage était frais, soigné, comme si elle venait juste d'aller aux toilettes et l'avait soigneusement retouché devant un miroir. Ses lèvres étaient vivement maquillées. Au travail elle ne s'était jamais autant maquillée. La nuit, au lit, j'essayais de la prendre dans mes bras, de me serrer contre elle, de sentir cette chaleur et cette proximité qui m'avaient tant manqué ces derniers jours. Elle s'écarta brusquement, presque avec irritation, et se rapprocha du bord du lit. « Je suis très fatiguée aujourd'hui. »« Pas maintenant, » dit-elle froidement. « D'accord, je comprends, » répondis-je doucement, sentant tout se contracter en moi de rancœur. Elle se tourna vers le mur, me tournant complètement le dos. Avant, même dans les jours les plus durs, quand elle tombait de fatigue, elle ne m'avait jamais refusé la proximité. Nous avions toujours été proches, physiquement et émotionnellement. C'était une partie importante de notre relation. Maintenant il y avait comme un gouffre invisible mais tout à fait réel entre nous, qui s'élargissait chaque jour un peu plus. Je restais allongé sur le dos, les yeux fixés sur le plafond blanc de la chambre, écoutant sa respiration régulière. Dehors, la pluie d'automne tombait de façon monotone sur les vitres. Le jeudi matin, je cherchais dans la chambre mon ancien carnet. J'avais besoin d'urgence du téléphone d'un fournisseur. Je fouillais mon bureau, regardais dans la commode, puis décidai de vérifier la table de nuit de Camille. Parfois elle rangeait mes affaires par erreur. Là, sous une pile soignée de magazines féminins glacés, se trouvait une petite liasse de cartes de visite, une dizaine environ, maintenue par un élastique fin. Je sortis la liasse, perplexe. Les cartes venaient de différents établissements, restaurants, cafés, bars. Et tous ces établissements étaient visiblement chics, dans le centre de notre ville, des endroits où nous n'allions jamais, simplement parce que ce n'était pas dans nos moyens. Je feuilletai les cartes une par une. Au dos de l'une d'elles, provenant d'un restaurant italien chic, je vis une inscription faite au stylo bille, de l'écriture familière de Camille. À 19h vendredi, suivi d'initiales. Je sentis le sang me monter au visage. Je retournai la carte. Le nom d'un restaurant cher dans le centre de notre ville. Le ticket moyen était tel qu'avec cette somme on pouvait nourrir une famille pendant une semaine. Vendredi. Le vendredi, Camille m'avait dit le matin qu'elle rentrerait encore tard du travail, qu'il y aurait un inventaire supplémentaire. Elle était rentrée vers 22h, sentant le parfum. Je regardais lentement les autres cartes en les retournant une par une. Tous les établissements appartenaient à la même catégorie, restaurants chics et bars branchés, des lieux clairement destinés à des rendez-vous romantiques et non à des réunions professionnelles ou des sorties entre amis. Peut-être qu'elle y allait vraiment avec des amis ou que c'était des dîners professionnels avec des collègues, des séminaires d'entreprise. Mais alors pourquoi garder toutes ces cartes si soigneusement et pourquoi y avait-il des initiales sur l'une d'elles? Et pourquoi tout cela était-il rangé sous une pile de magazines dans la table de nuit, comme caché? Je remis soigneusement les cartes à leur place sous les magazines, en les maintenant avec le même élastique, et refermai le tiroir. Je ne lui demandai rien tout de suite. Pas maintenant,
alors que je ne comprenais pas encore complètement ce qui se passait. Il fallait d'abord tout éclaircir, observer, reconstituer le tableau complet. Dans le salon, Camille était confortablement assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, en train de feuilleter quelque chose sur l'écran de son téléphone. Un doux sourire jouait sur son visage. De sa main libre elle faisait tourner machinalement son alliance au doigt. C'était une vieille habitude qui apparaissait toujours quand elle était nerveuse, inquiète ou qu'elle cachait soigneusement quelque chose. Je passai silencieusement devant elle dans le salon, pris ma vieille veste sur le porte-manteau dans l'entrée. Je vais au garage un moment. Il faut que je range enfin les outils, lançai-je sans me retourner. Elle hocha distraitement la tête, sans même lever les yeux de l'écran lumineux. Je refermai la porte derrière moi. Dans ma poitrine, quelque chose cognait lourdement, irrégulièrement, par à-coups. Ma respiration s'était emballée. Pour la première fois en 3 ans de mariage, 3 années que je considérais jusqu'à récemment comme heureuses, j'admettais sérieusement l'idée terrible que ma femme, ma Camille bien-aimée, pouvait me tromper. 3 longs jours s'étaient écoulés depuis que j'avais trouvé les cartes de visite. 3 jours pendant lesquels je m'étais efforcé de toutes mes forces de me convaincre que tout était parfaitement normal, que je me faisais des idées, que je me montais la tête pour rien. J'allais au travail comme d'habitude, rentrais à la maison le soir, dînais avec Camille à la même table, tenais des conversations ordinaires sur la météo et les petites choses du quotidien. Mais ces cartes de visite ne sortaient pas de ma tête, comme si elles s'étaient logées profondément dans ma conscience. 19h. Restaurant cher dans le centre. Ça tournait constamment dans ma tête, même dans mes rêves. Sur le chantier, où nous terminions avec l'équipe une nouvelle étape des travaux, les ouvriers firent une courte pause. Sébastien mangea son sandwich au saucisson, adossé à un mur de béton, et me regardait attentivement, les yeux plissés, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Dis donc Julien, ta femme travaille bien dans cette grande chaîne de distribution, c'est ça ?»« Oui, c'est ça, » répondis-je en hochant la tête sans comprendre où il voulait en venir. « J'ai un copain qui y travaille comme manutentionnaire à l'entrepôt central. On a fait l'armée ensemble. Il m'a raconté un truc récemment. » Sébastien se tut un moment, cherchant visiblement ses mots. Il dit qu'il y a là-bas un chef du service approvisionnement qui s'appelle Philippe Laurent, un dragueur connu dans toute l'entreprise. Tout le monde le connaît. Tu en as entendu parler ? Je sentis quelque chose tressaillir en moi. Non. Eh bien, ce Laurent est officiellement marié, il a 2 grands garçons, mais il court après tout ce qui bouge. Il a déjà eu 3 filles du service comptabilité l'année dernière, et tout à cause de lui. L'une a démissionné avec un scandale parce que la femme de Laurent s'est présentée à son bureau. Elle a fait une scène dans tout l'étage. Une autre est partie d'elle-même, elle n'en pouvait plus moralement de cette relation quand elle a compris qu'il ne quitterait jamais sa famille. La 3e. Sébastien haussa vaguement les épaules. Je ne sais pas exactement, il y avait des histoires compliquées. Tout a été étouffé rapidement. Sébastien but lentement les dernières gorgées de son thé chaud, s'essuya la bouche avec le dos de la main et continua clairement la conversation. « Écoute, je ne me mêle pas de tes affaires de famille, mais ta Camille travaille bien comme comptable au siège de cette chaîne. »« Oui, exactement à la comptabilité, » répondis-je en sentant ma bouche devenir sèche. « Eh bien, mon copain m'a dit l'autre jour que Laurent s'était sérieusement entiché d'une nouvelle employée. Une jeune fille, blonde, mignonne, tout le monde en parle déjà dans son dos. Alors je me suis dit... » Sébastien s'interrompit brusquement en voyant mon expression figée comme de la pierre. « Merde, Julien, pardon. Peut-être que ce n'est pas elle ? Il y a plein de blondes qui travaillent là-bas, non ? Je n'ai pas réfléchi, c'est tout. » Je me levai sans un mot, secouai la poussière de chantier de mon jean. On retourne bosser. La pause était terminée, mais dans ma tête le puzzle s'assemblait déjà rapidement. Laurent, la comptabilité, une jeune blonde. Camille était blonde. Elle travaillait à la comptabilité du siège. Elle y avait été mutée récemment. Peut-être que c'était lui. Philippe Laurent. Le soir même, Camille était sous la douche. Le bruit de l'eau venait de la salle de bain. Son téléphone portable était posé sur la table basse du salon. L'écran s'alluma soudain. Un nouveau message arriva. Le téléphone vibra. Je n'avais pas l'intention de lire les messages des autres. Je ne l'avais jamais fait auparavant, je ne m'immisçais pas dans son espace personnel. Mais l'écran était accidentellement tourné vers moi et je vis involontairement la première ligne de la notification sur l'écran verrouillé.
Mon soleil, tu me manques terriblement. Quand est-ce qu'on se revoit enfin? Le contact était enregistré sous le nom de Sophie, cette fameuse amie. Ma gorge se serra instantanément, comme si une main invisible m'étranglait. Mon cœur battait si fort que chaque battement semblait audible dans le silence de l'appartement. L'eau de la douche s'arrêta soudain. Silence. Je remis rapidement le téléphone à sa place exacte sur la table, presque en panique. L'écran s'éteignit lentement. Une minute plus tard, Camille sortit de la salle de bain dans son peignoir de soie bordeaux. Ses cheveux étaient mouillés, des gouttes coulaient sur ses épaules. Elle prit le téléphone automatiquement, comme si c'était sa deuxième peau, et jeta un rapide coup d'œil à l'écran. Son visage se figea un instant. Une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux, mais elle se reprit aussitôt, sourit doucement, s'assit près de moi, tout près, et commença à taper rapidement une réponse sans me regarder. « Qui t'écrit » demandai-je en essayant que ma voix ne tremble pas. « Sophie, une amie, elle m'invite à aller au cinéma avec elle demain », répondit-elle facilement sans quitter l'écran des yeux. « Cette même Sophie qui est venue boire un café ?» ?»« Oui, c'est elle », hocha Camille en tapant avec concentration. Ses doigts volaient littéralement sur l'écran tactile à une vitesse incroyable. Le même doux sourire chaud jouait sur son visage que celui que j'avais vu le matin dans la chambre quelques jours plus tôt. « Et tu vas y aller ?» continuai-je à insister. « Je verrai, peut-être que j'irai si je finis tout ce que j'ai à faire », répondit-elle. Elle termina son long message et appuya sur envoyer. Puis elle posa lentement le téléphone, écran vers le bas, sur la coudoir du canapé, se tourna complètement vers moi et me regarda attentivement dans les yeux. « Julien, mon chéri, tu es bizarre aujourd'hui. Tu es en colère contre moi pour quelque chose? » ?»« Non, je ne suis pas en colère. »« Pourquoi alors? » ?»« Non, bien sûr. »« Mais tu es tendu tout le soir, tu ne parles pas, non, c'est juste que je suis très fatigué du travail. » C'est tout. Elle se pencha et m'embrassa sur la joue, rapidement, superficiellement, mécaniquement. C'est comme ça qu'on embrasse de lointains parents lors de réunions familiales, sans réel sentiment, juste par habitude ou par politesse. Le lendemain matin, Camille rangeait des affaires dans la chambre dans un petit sac de voyage bleu foncé que nous avions acheté ensemble autrefois pour nos voyages communs. Je l'observais depuis le couloir en essayant de ne pas attirer l'attention. Elle pliait soigneusement des vêtements, de nouvelles robes, des chaussures à hauts talons, une grande trousse de maquillage remplie à ras-bord. Tout cela ne ressemblait en rien à ce qu'on emporte d'habitude pour un séminaire professionnel ou une mission de travail. Elle partit en taxi exactement à 9 heures du matin. Je restais à la fenêtre, regardant la voiture s'éloigner. Avant de partir, elle s'était retournée sur le pas de la porte pour me dire que le train partait à 10h05. Le séminaire durerait jusqu'à dimanche et elle m'appellerait le soir. J'attendis patiemment quelques minutes après son départ, marchant nerveusement dans l'appartement. Puis je saisis résolument mes clés de voiture, m'habillai et me dirigeai tout droit vers la gare. En chemin je me souvins du numéro de la voiture de taxi. Je retrouvai ce taxi sur le parking de la gare assez rapidement. Donc elle était bien là. J'entrai dans le bâtiment de la gare par l'entrée principale. Autour régnait l'agitation habituelle, des foules de gens pressés avec des valises, des annonces bruyantes d'arrivée et de départ de train, l'odeur de café fraîchement moulu et de chaussons chauds des kiosques. Je m'avançai lentement dans la salle, scrutant la foule avec tension, la cherchant dans sa veste beige claire. Et soudain je la vis près des larges portes menant au quai, à côté des tourniquets, mais pas seul. Un homme d'environ 45 ans, grand, dans un manteau cher, avec des tempes dégarnies, la tenait par la taille en l'attirant possessivement contre lui. Camille renversait la tête en arrière et riait fort, blotti contre son épaule. Ils sortirent. Je les suivis en essayant de ne pas attirer l'attention et sortir rapidement du bâtiment de la gare. Mon cœur battait follement dans ma poitrine. Ils montèrent dans la grande voiture noire de Philippe, un gros SUV dernier modèle garé un peu plus loin. Je montai dans ma vieille voiture et les suivis prudemment, gardant une distance de sécurité, sur plusieurs voitures, pour ne pas me faire repérer. La ville resta peu à peu derrière nous. Ils tournèrent sur une large route de campagne menant vers des zones de loisirs et des lotissements de chalets en périphérie. Environ 30 km après la limite de la ville, Philippe tourna brusquement à droite sur une étroite route de campagne. Devant, au milieu d'une forêt de pins, apparurent des chalets soignés, un lotissement sécurisé de standing, entouré d'une haute clôture pleine, avec une véritable surveillance et une barrière à l'entrée. Philippe s'arrêta devant la barrière rayée, baissa la vitre et montra un badge au gardien. La barrière se leva lentement.
La voiture entra. Je passai devant sans ralentir pour ne pas éveiller les soupçons. Je m'arrêtai environ 200 mètres plus loin, fis demi-tour, réfléchis un moment, revins vers la barrière et m'arrêtai juste devant. Un gardien en veste d'uniforme sortit du local chauffé et s'approcha de ma vitre. « Bonjour. Je viens voir Philippe Laurent, » dis-je calmement en essayant de paraître sûr de moi. « Avez-vous un badge d'accès ? J'ai oublié le mien à la maison par erreur. » « Appelez-le, s'il vous plaît. Dites-lui que Julien est venu comme convenu. Il est au courant, il m'attend. » Le gardien m'examina avec méfiance mais sortit tout de même sa radio et commença à appeler. Il parla une vingtaine de minutes, tourné de l'autre côté, puis raccrocha et revint vers la voiture avec un visage impénétrable. Monsieur Laurent dit qu'il n'attend personne aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ça arrive. Et quel est le numéro de sa maison? Je vérifierai avec la commande, peut-être une erreur. J'essayai de sourire. Légèrement, sans insister. C'est la maison 13, mais je ne peux pas vous laisser entrer sur le domaine sans badge ou confirmation du propriétaire. Telles sont les règles. Je hochai silencieusement la tête, fis demi-tour et repartis. J'avançai d'environ 500 mètres, tournai dans une bande forestière et me garai parmi les arbres. De là ma voiture n'était pas visible depuis la route. Je sortis et marchai à pied le long de la haute clôture en bois du lotissement en l'examinant attentivement. Après 200 mètres je trouvai un endroit convenable. Je franchis prudemment la clôture en essayant de ne pas faire de bruit. La maison numéro 13 se trouvait au bout du terrain, presque à l'extrémité opposée de la clôture, entourée de hauts pins. À l'intérieur, une vraie cheminée brûlait. Par la fenêtre on voyait les vives langues de flammes orange danser derrière la vitre. Je m'approchai silencieusement, me baissai, me cachai derrière un buisson et regardai prudemment par la fenêtre éclairée du salon, en activant l'enregistrement. Camille était assise sur un large canapé en cuir, le dos à la fenêtre, presque au centre. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules en douces vagues. Elle portait ce même ensemble de dentelles noires que j'avais vu récemment dans l'armoire. Philippe se tenait devant elle, chemise déboutonnée, versant lentement du vin rouge foncé dans 2 grands verres. Puis il posa la bouteille, se pencha vers elle et l'embrassa longuement, passionnément, sans hâte. Elle passa les 2 bras autour de son cou en le serrant plus près. Mon estomac se noua. Ma bouche devint instantanément sèche, il devint difficile de respirer. Je contournai lentement la maison. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je poussai la porte d'entrée d'un mouvement brusque. Elle s'ouvrit largement avec un long grincement. Camille poussa un cri perçant de surprise et bondit du canapé. Philippe se retourna brusquement vers le bruit et, surpris, laissa tomber le verre de vin de ses mains. Le verre se brisa sur le sol. Le vin cher forma une tache sombre sur le parquet clair. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» commença Philippe. Avant même d'avoir réalisé la situation, j'avançai silencieusement par le seuil. « Transmets le bonjour à ta femme. » Philippe lança un coup de poing en visant mon visage. J'esquivai facilement son coup maladroit et ripostai d'un coup précis dans l'entrejambe, y mettant toute la colère accumulée. Philippe se plia en 2 de douleur, tout ça en cherchant son souffle. « Julien, non. Arrête. »« Stop !» cria hystériquement Camille. Elle se précipita vers nous à travers la pièce, me saisit par le bras en essayant de toutes ses forces de m'éloigner. Je la repoussai violemment sur le côté. Pas très fort, mais suffisamment. Elle perdit l'équilibre et retomba sur le canapé moelleux. Philippe, après le coup bas, saisit sur la table une lourde bouteille de vin par le goulot et la brandit. J'esquivai instantanément. La bouteille lui échappa, décrivit un arc à travers toute la pièce et se brisa directement dans la cheminée allumée avec un grand fracas. Une odeur âcre de fumée brûlée emplit soudain l'air. Je frappai Philippe de nouveau avec force dans l'entrejambe. Il se tordit et rampa lentement vers le mur. « Alors, tu vas encore essayer » dis-je entre mes dents. « Je n'essaierai plus » marmonna Philippe en se couvrant le visage avec les mains. Mais soudain il se releva lentement, avec difficulté, s'appuyant d'une main contre le mur pour ne pas retomber. « Mais qu'est-ce que tu es ? Tu as des couilles en acier » demandai-je. Philippe n'attaqua plus. Camille était assise sur le canapé et pleurait, le visage caché dans ses 2 mains. Ses épaules tremblaient. Son peignoir de soie bordeaux gisait sur le sol à côté, oublié et jeté. Elle tremblait tout entière de peur, de la prise de conscience de ce qui se passait. Je la regardai longuement, absorbant sa posture recroquevillée, comme si elle essayait de se faire plus petite,
tandis que les larmes coulaient sans discontinuer sur son visage en étalant son maquillage soigné. Je ne ressentis ni pitié pour elle, ni colère, ni douleur. À l'intérieur, c'était le vide absolu. « Julien, s'il te plaît. Ce n'est pas du tout ce que tu penses », commença-t-elle d'une voix tremblante à travers ses larmes. « bien sûr, coupai-je froidement. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Tout ça, c'est fini maintenant. » Je tournai mon regard vers Philippe qui respirait encore lourdement. « Alors, tu vas transmettre le message à ta femme ?» demandai-je brusquement. « On m'a piégé », répondit Philippe en crachant par terre. Je me tournai vers Camille. « Et toi, qu'est-ce que tu vas lui dire, Julien ? Je ne comprends pas moi-même comment tout ça est arrivé, comment ça s'est passé. Je ne comprends pas à quel point c'est absurde. » Elle ne put répondre et continua à sangloter, les bras serrés autour d'elle, essayant de se réchauffer. « Julien, mais tu m'aimes vraiment, je le sais », commença-t-elle d'un ton suppliant en s'accrochant à la dernière paille. « On peut tout arranger, recommencer à zéro. » « Non, on ne peut pas. On ne peut plus rien arranger. » « Mais je... » Il se tourna de nouveau vers Philippe qui s'était complètement repris. « Pas de bêtises. Tu as compris ?» Philippe hocha la tête. « Et je conseille à ta femme de tout lui dire elle-même. » Je fis brusquement demi-tour et sortis de la maison en claquant la porte, quittai le domaine, montai dans ma voiture dans la forêt. Mes mains tremblaient finement, ne m'obéissaient pas. L'adrénaline bouillonnait encore dans mon sang, ne me lâchait pas. J'arrivais difficilement à démarrer le moteur au 3e essai. Mon téléphone dans ma poche vibra soudain. Camille. Appel entrant. Je raccrochai silencieusement. Un autre appel une seconde plus tard. Puis encore un et encore un. J'allai dans les paramètres et bloquai complètement son numéro. Un message arriva de Sébastien. « Comment ça va, mec ? Tout va bien ? » Je tapai lentement une courte réponse avec des doigts tremblants. Tout s'est confirmé. Je les ai surpris ensemble au chalet. Je te raconterai plus tard. Je passai la vitesse et rentrai à la maison. Sur le chemin, je ne pensais qu'à une seule chose, comment faire le divorce le plus vite possible ? Comment partager notre appartement commun ? Comment rassembler toutes ces affaires ? Comment commencer une nouvelle vie complètement seule, à partir d'une page blanche ? Il n'y avait plus de retour en arrière et il n'y en aurait jamais. Pour moi, Camille était morte ce jour-là dans cette maison. Le temps passa. Camille vivait dans un petit appartement d'une seule pièce dans un quartier résidentiel éloigné à la périphérie de notre ville. Un mobilier vieux et qui se souvenait encore de l'époque soviétique, du papier peint décoloré à petits motifs floraux, par endroits décollés près des plaintes. Par la seule fenêtre on avait une vue déprimante sur des poubelles rouillées et une clôture de guingois. L'argent de sa part après la vente de notre appartement commun avait à peine suffi pour ce logement misérable. Le grand appartement de 2 pièces où nous avions vécu ensemble 3 années heureuses avait été vendu par une agence en 2 semaines. L'argent avait été partagé strictement à parts égales par l'intermédiaire d'un notaire, comme la loi l'exigeait. Son salaire ne suffisait plus du tout. L'écran de son téléphone affichait constamment des messages non lus de sa mère. De plus en plus chaque jour. « Camille, appelle-moi s'il te plaît. Il faut vraiment qu'on parle. Ma fille, réponds au moins quelque chose. Je m'inquiète pour toi. » Camille ne rappelait pas. C'était insupportablement honteux après ce qui s'était passé. J'avais raconté toute la vérité à Eric, mon meilleur ami. Eric n'avait pas pu se taire et l'avait dit à ses parents, Martine et Didier. Le père de Camille avait d'abord essayé désespérément de défendre sa fille, d'accuser tout le monde sauf elle, de me présenter comme le coupable. La mère, à la surprise de tous, s'était rangée du côté de son ancien gendre et avait dit à son mari en face que leur fille était seule responsable de tout. Les parents de Camille avaient divorcé 2 semaines après ce scandale retentissant. Didier, n'y tenant plus, avait fait ses valises et était parti de chez sa femme, laissant Martine seule dans leur maison. Maintenant Martine appelait Camille plusieurs fois par jour, essayant obstinément de la voir en personne pour parler. Camille refusait à chaque fois et raccrochait. Que pouvait-elle dire à sa mère ? « Pardonne-moi, maman. J'ai consciemment détruit un mariage de 3 ans pour une brève aventure avec un chef marié. » Au travail, la femme de Philippe avait provoqué un énorme scandale public directement dans les bureaux de l'entreprise. Elle s'était précipitée là le lendemain de cette rencontre désagréable. Elle avait crié dans tout l'étage,
si fort qu'on l'entendait même depuis les autres étages. Elle avait traité Camille des pires noms. Maintenant tous les employés savaient dans les moindres détails l'histoire du chalet, la tromperie systématique, même l'expression « couille en acier » de Philippe. Philippe avait été licencié de l'entreprise pour motif disciplinaire 3 jours plus tard. Sa femme avait immédiatement demandé le divorce, exigeant absolument tout, leurs biens communs, l'appartement de 3 pièces dans le centre, la voiture chère, tous les comptes bancaires, plus la pension alimentaire maximale pour l'entretien de leurs 2 enfants mineurs. Camille était assise à son bureau à la comptabilité, sentant physiquement sur elle les regards désapprobateurs constants de ses collègues. Pendant la pause déjeuner, plus personne ne l'invitait à la cantine ou au café comme avant. Dans la zone fumeur dehors, toutes les conversations s'arrêtaient instantanément. Dès qu'elle arrivait, un silence gêné s'installait. Sa collègue Tania, la seule qui un mois plus tôt était encore sa proche amie avec qui elle partageait tout, se détourna ostensiblement d'elle maintenant. À la question directe de Camille, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle avait répondu froidement et distant, « Écoute, mon mari m'a catégoriquement interdit de te parler. Il dit qu'il ne veut pas que tu me mettes des idées de tromperie dans la tête avec ton exemple. » Camille essayait désespérément de m'écrire de longs messages tous les jours. Parfois plusieurs fois par jour, s'excusant sincèrement, me suppliant humblement de lui donner une deuxième chance, me demandant de revenir, promettant de tout arranger, mais son numéro était impitoyablement bloqué pour elle. Philippe Laurent était assis seul dans son appartement. Son ex-femme n'avait pas tout pris, mais elle lui avait sérieusement gâché la vie. Et la pension pour les 2 enfants représentait une somme importante. Philippe avait envoyé obstinément son CV professionnel à différentes offres d'emploi pendant 2 longues semaines d'affilée. Seules 2 entreprises lui avaient répondu positivement. La première société l'avait refusé catégoriquement juste après l'entretien en face à face. Le service de sécurité avait appelé son ancien employeur pour vérification. Ils avaient appris la véritable raison scandaleuse de son licenciement. La deuxième société n'avait même pas pris la peine de rappeler avec une réponse. Ses enfants refusaient catégoriquement de le voir et de lui parler. Quand il essayait de les appeler sur leur portable, son fils aîné raccrochait silencieusement sans même écouter. Sa fille cadette décrochait mais se mettait aussitôt à pleurer. Une fois il les avait attendus spécialement devant l'école après les cours. Il voulait vraiment leur parler, s'expliquer, demander pardon. Son fils aîné, qui un mois plus tôt l'adorait follement et le considérait comme un héros, le regarda avec un mépris non dissimulé et lui dit distinctement « Tu n'es plus notre papa ». Il fit brusquement demi-tour et s'en alla fièrement. Sa fille cadette courut effrayée derrière son frère. Philippe resta longtemps devant les grilles de l'école, complètement seul parmi les enfants et les parents qui allaient et venaient, sentant que tout en lui s'effondrait définitivement et se brisait en morceaux. Camille avait essayé plusieurs fois de lui écrire des messages sur les messageries, proposant de se voir quelque part, de parler, de discuter de la situation. Il n'avait répondu aucune fois. C'était précisément elle qui était la cause principale de tout ce cauchemar. À cause d'elle et de sa beauté, il avait perdu irrémédiablement un emploi bien payé, une famille aimée, ses propres enfants. À cause d'elle, il était devenu un paria, un objet de risée. Il la haïssait sincèrement de toute son âme pour cela. Mais encore plus fort, il se haïssait lui-même pour sa propre faiblesse et sa stupidité, pour s'être laissé prendre aussi facilement par une jolie jupe. Pour quelques heures de plaisir physique éphémère, détruit sans réfléchir toute sa vie bien rangée. J'avais loué pour moi un petit appartement tout près de mon lieu de travail, à 10 minutes à pied. L'appartement était modeste, simple, mais c'était entièrement mon territoire. Complètement sans souvenirs lourds, sans ces nombreux objets éparpillés partout, sans cette odeur sucrée et entêtante de son parfum. L'argent reçu de la vente de notre grand appartement commun était en partie allé payer un nouvel appartement dans un immeuble qui serait construit dans quelques années. L'offre était très alléchante. Une partie avait servi à acheter de nouveaux outils professionnels. J'avais acheté un bon ordinateur portable et commencé à prendre activement des commandes privées de réparation via des plateformes Internet, en travaillant directement avec les clients. En contournant complètement mon ancienne entreprise de construction. Les clients payaient nettement plus que l'entreprise, et l'argent ne me ferait pas de mal. J'avais complètement arrêté de boire de l'alcool. Avant, quand je vivais avec Camille, après une journée de travail difficile je pouvais tranquillement me détendre le soir avec une bouteille de bière froide devant la télévision. Maintenant c'était seulement du thé vert, des livres intéressants, des séries de qualité. Les week-ends, j'allais régulièrement à la campagne pour une pêche tranquille sur un lac. Toujours seul,
dans un isolement complet. Un silence absolu autour. Aucun scandale, aucune ruse ni méchanceté. Sébastien me demanda un jour pendant une pause, doucement, « Dis donc Julien, tu vas chercher une nouvelle copine ?» Honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant je ne me presse pas du tout. C'est bien, mon vieux. Laisse-la venir quand le moment sera venu. Je hochai silencieusement la tête. D'accord. En ce moment je ne pensais à rien d'autre, uniquement à moi, à comment réapprendre à vivre seul et à me sentir vraiment heureux dans cet état. Eric, mon meilleur ami, avait commencé à me refiler régulièrement des commandes de réparation avantageuses via ses contacts professionnels et ses connaissances. Les clients étaient solvables, les budgets étaient bons. Il y avait beaucoup de travail. Je rassemblais méthodiquement de l'argent pour créer une petite équipe de construction. J'avais sérieusement prévu d'ouvrir officiellement une micro-entreprise dans un avenir proche et de devenir entrepreneur. La mère de Camille, Martine, m'avait téléphoné tout à fait à l'improviste sur mon portable. Elle m'avait poliment demandé de mes nouvelles, comment j'allais, sans jamais essayer de me convaincre de revenir vers sa fille et de lui donner une deuxième chance. Elle m'avait simplement parlé comme un être humain avec une compassion sincère pour ma situation. Julien, je suis en partie coupable de ce qui s'est passé. J'aurais dû comprendre beaucoup plus tôt ce qui lui arrivait, ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Martine, vous n'êtes absolument coupable de rien. C'était son choix. Merci infiniment de ne pas m'en vouloir à cause de votre fille. Je ne gardais vraiment aucune rancune contre ma belle-mère. La haine et le ressentiment vous rongent lentement de l'intérieur et vous détruisent. J'avais lâché tout cela depuis longtemps. Un soir d'hiver glacial, je marchais sans hâte dans un grand centre commercial à la recherche des articles dont j'avais besoin. En montant sur l'escalator qui montait au 2e étage, je l'aperçus soudain, elle, Camille, avec de lourds sacs de courses dans chaque main. Elle me vit aussi parmi les gens, me reconnut instantanément, s'arrêta comme si elle était enracinée au sol, ouvrit la bouche et voulut désespérément dire quelque chose. Je passai devant elle imperturbablement, sans ralentir, sans m'arrêter, sans la saluer, sans même jeter un regard de reconnaissance. Elle m'appela d'une voix tremblante, « Julien, tu peux m'aider avec les sacs ? S'il te plaît. » Je montai calmement sur l'escalator et disparus rapidement dans la foule des clients. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y en aurait jamais. Partagez votre avis dans les commentaires. La bagarre dans laquelle le héros s'est retrouvé était-elle justifiée? Ou aurait-il dû agir autrement? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».